Eh bien, chers amis auditeurs, bonjour, bienvenue dans ce livre journal de géopolitique profonde. Je remercie Lara Stam, assistante et co-réalisatrice de cette émission, j'insiste. Bonjour Lara. Bonjour Nicolas, bonjour chers auditeurs. Merci à Virginie pour la réalisation technique de ce livre journal, les incises musicales qu'elle compose spécialement pour les émissions de géopolitique profonde. Vous pouvez la retrouver sur YouTube en tant que Nini Vlam. Vous voudrez bien poser, chers auditeurs, vos questions, observations, remarques en composant le numéro de téléphone du standard de Radio Courtoisie où vous attend Patrice, qui nous transmettra vos appels, comme d'ailleurs vos courriels électroniques. N'hésitez pas, dites-nous combien vous nous aimez ou au contraire nous abhorrez, pour ne pas dire exécrer. Témoignage d'une fée ce matin, la fée Viviane, tiens. En résumé, bonjour messieurs, en me réveillant ce matin, j'ai prononcé deux prénoms, Mike et Nico. Que de familiarité, Viviane. Pourquoi ? Car je sais que le samedi matin, je vais prendre mon peloton avec Radio Courtoisie, grâce à une radio unique, la Courtoisie et son président bien-aimé, accompagné de tous les patrons d'émissions et patronnes qui nous concoctent des émissions aux grands oignons, dans une langue française parfaite et une grande qualité en tout point de vue, enseignement, recherche, morale, humour, bonheur à l'état pur, des émissions pour tous les goûts, sauf les mauvais. Cette radio, au fil des années, s'est améliorée, mais elle atteint une telle excellence qu'elle fait des jaloux et envieux. Elle est devenue tellement vitale que je peux faire un parallèle. Sans oxygène, on ne pourrait pas vivre. Si elle devait cesser d'émettre, je n'y survivrais pas, car j'y trouve un peu d'espoir pour l'avenir de cette transfusion hebdomadaire. J'en suis esclave, moi une droguée des ondes, oui, si c'est Radio Courtoisie. Sachez, messieurs, que je n'oublie personne, même pas les techniciens et techniciennes, les bénévoles, les personnes de ménage, et s'il y a un gros matou ou petite minette, je ne sais pas, je ferai le maximum pour que RC vive éternellement si Dieu lui prête vie, et moi aussi. Alors, en seconde partie d'émission, après la chronique géopolitique de Raphaël Beslu, nous recevons Marc-Gabriel Draghi pour parler de la ville intelligente à l'âge du Great Reset. C'est un juriste français spécialisé dans l'histoire du droit. Son travail est centré principalement sur la description du système capitaliste transnational et sur les activités de ceux qui composent l'hyperclasse. Depuis janvier 2020, il rédige des articles mensuels sur le site Géopolitique Profonde, ayant pour sujet l'économie, la géopolitique et la politique nationale. Mais sans plus attendre, voici venue l'heure de votre revue de presse de la fin des temps. Par quoi voulez-vous commencer aujourd'hui, Nicolas ? J'ai l'impression que nous n'avons que l'embarras du choix. Oui, nos marqueurs principaux de la fin des temps se sont sublimés, je trouve, cette semaine. Un florilège tous azimuts, dans la rubrique Tout fout le camp. Alors après l'autoroute A13, qui ne rouvrira pas avant le 1er mai, même après le 1er mai, ça ne rouvrira pas, entre Paris et Vaucresson, tronçon historique, ouvert en 1941, quand même, pendant l'occupation. On apprend que c'est le Moulin Rouge qui vient de perdre ses ailes. Oui, les ailes du Moulin Rouge sont à terre. C'est un symbole de Paris qui tombe, de plus. Des badauds comparent cela à Notre-Dame en feu, voire à la Tour Eiffel décapitée. Dans la nuit de mercredi à jeudi, les pales emblématiques du cabaret situé à Pigalle, dans le nord de Paris, sont tombées devant l'établissement, a constaté le Figaro. Les ailes ont écorché au passage l'enseigne du lieu, emportant dans leur chute les 3 premières lettres MOU, mou. Comme mou du genou, Hollande. Suite aux conditions climatiques combinées à une possible vétusté, les ailes du bâtiment Moulin Rouge ont chuté sur la voie publique. Encore un coup du réchauffement climatique. Alors le Moulin Rouge est l'emblématique musique du French Cancan apparu à Londres. Offenbach, bien sûr, il est repris et arrangé du célèbre galop infernal d'Orphée aux Enfers, de l'opéra bouffe Orphée aux Enfers, de Jacques Offenbach en 1858. Une satire de la mythologie. Cet Orphée aux Enfers, c'est donc bien fait. Vous voyez ce qu'en disait Zola d'ailleurs dans Nana. Ce carnaval des dieux, l'Olympe traîné dans la boue, toute une religion, toute une poésie bafouée. Semblèrent un régal exquis. La fièvre de l'irrévérence gagnait le monde lettré des premières représentations. On piétinait sur la légende, on cassait les antiques images. Ça me rappelle le temps actuel. Depuis longtemps, au théâtre, le public ne s'était vautré dans de la bêtise plus irrespectueuse. Cela se reposait. Alors on gardera tout de même le final de l'acte 1,
Orphée, on m'a ravi mon Eurydice, Diane, Cupidon et Vénus, rien n'égale son tourment. Orphée, j'ai perdu mon Eurydice, rien n'égale mon malheur. On pense aux danseuses en jupon et froufrou, dans les pas de la Goulue, la môme fromage, Nini patte en l'air et Miss Tinguette. Nos amis de Montmartre sont en deuil, même s'il leur reste le moulin de la galette et la bonne franquette de Gérard Le Tailleur, évidemment. Tiens, Gérard Le Tailleur a pris du galon. Ah bon ? Il est vice-président de la République de Montmartre maintenant. Actualité de première importance. Absolument, Lara, merci pour cette information qui nous ravit évidemment sur Radio Courtoisie. Si le conseiller au bistrot de la République de Montmartre devient vice-président, peut-être bientôt président, mais pour être président, en général, il faut putcher le président antérieur. Alors sinon, à Nantes, le grand guignol du grand remplacement de l'escalier de la butte Sainte-Anne continue et se transforme en grand effacement. On rappelle qu'on avait un drapeau israélien et un drapeau palestinien peint sur les marches. La croix celtique, dont on rappelle qu'elle est un symbole chrétien et celte, que moi je trouvais pas si choquant, celle-là à Nantes, capitale de la Bretagne. Que l'on avait par contre effacé avec indignation, encore fécond le ventre de la bête immonde. De ce grand remplacement israélo-palestinien, il ne reste finalement plus rien. Ordre a été donné de tout effacer. Ce que l'opposition municipale demandait depuis le début et que Johanna Roland, la maire de Nantes, s'est résolue finalement à ordonner après que le drapeau israélien ait été maculé de rouge. Le collectif demande maintenant la condamnation de l'acte par la mairesse et l'opposition LR triomphe. La maire de Nantes a enfin retrouvé sa fiche de poste, assuré l'entretien et le nettoiement de l'espace public, importer le conflit israélo-palestinien dans notre ville était parfaitement irresponsable. La géopolitique de comptoir, ça suffit. Et d'insister, cette décision doit maintenant s'appliquer dans toute notre ville, dont l'espace public n'est pas le réceptacle de prise de position dans ce conflit international, afin de maintenir dans notre pays paix et unité. Dans le centre, rue Didienne, non loin d'un escalier aux couleurs LGBT, le premier drapeau palestinien, peint dès février, était encore là mercredi à la mi-journée. Alors pendant que tous ces bouffons s'écharpent pour des intérêts étrangers qui ont fait de la France un vaste dépotoir qu'on connaît aujourd'hui, comme à Sciences Po, hier, entre étudiants pro-palestiniens et activistes sionistes, à l'imitation des campus américains, notre future élite de Sciences Po misérabiliste rejoue systématiquement le scénario usé de mai 68. Nous apprenons une histoire particulièrement instructive qui s'est déroulée en début de semaine, non loin de Nantes justement. Sorti de prison en novembre, une petite ordure sadique que nos merdias qualifient de jeune homme, a été mis en examen lundi pour viol avec violence d'une quadragénaire. J'étais déjà condamné à 4 reprises. Il se trouve sous contrôle judiciaire au moment des faits. Et depuis 2021, sous obligation de quitter le territoire français. Ça fait 3 ans qu'il devrait, aux yeux de la justice, avoir plié bagage, quand même. Donc il a été mis en examen le 22 avril pour viol avec violence sur une travailleuse sociale qu'il avait précédemment hébergée. Alors comment on remercie les travailleuses sociales. L'Algérien de 25 ans en situation irrégulière et sans domicile fixe, le prévenu est bien connu de la justice, avec 4 condamnations à son casier. Donc l'homme était sorti de prison en novembre et se trouvait sous contrôle judiciaire. Un dossier pour lequel il venait d'être déféré devant le parquet le mois dernier. Croustillante affaire. Interpellé samedi, l'individu avait pénétré vendredi soir par effraction au domicile de sa victime, en passant par une fenêtre de son logement de Saint-Herblain, dans la banlieue de Nantes. Dans un état agité, armé d'un couteau, il s'est mis à la battre, puis à l'agresser sexuellement en lui imposant plusieurs rapports. La victime, âgée de 49 ans, a pu s'enfuir de chez elle à l'aube et alerter la police. Également visé par les chefs de séquestration, effraction et menace de mort, l'immigré sans papier a été placé lundi en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention, indique le Figaro, au Figaro le parquet de Nantes. La victime s'est vue prescrire 10 jours d'incapacité totale de travail. Son époux et ses enfants n'étaient pas présents au moment des faits. J'espère que l'époux en question était un mâle blanc bien déconstruit, qui fait la joie de la députée Sandrine Rousseau. Fini cet instinct de protection des hommes vis-à-vis de leurs femmes. Mais que ne brisez-vous ces vieilles tables pour en refaire de nouvelles, des bien wokistes et bien déconstructionnistes. En parlant de Sandrine Rousseau, avez-vous entendu, Nicolas, son plaidoyer émouvant pour l'euthanasie ? Je crains le pire, là, allez-y. La députée écologiste Sandrine Rousseau a livré mercredi un témoignage poignant à l'Assemblée nationale, expliquant avoir assisté au suicide de sa mère, grièvement malade et en souffrance, en respectant son choix de mettre fin à ses jours. « Moi, j'ai aidé ma mère à mourir. Elle s'est suicidée et j'étais présente.
Que serais-je pour lui interdire ce geste, a demandé la députée de Paris devant la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi du gouvernement sur la fin de vie qui auditionnait les responsables des principaux cultes. Ces derniers ont fait part de leur inquiétude sur le texte. Hegel aurait adoré cette époque. Sandrine Rousseau, c'est l'exact reflet de la mort vivant une vie humaine. C'est la fin de la fin terminale. Un autre qui se démène énormément depuis le Covid pour cirer les pompes de Macron et occuper un petit strapontin, c'est le député LR Philippe Juvin, anesthésiste réanimateur de profession qui avait confié peu avant avoir pratiqué la sédation profonde chez son père. Je n'ai pas tué mon père, je l'ai aidé. La différence est fondamentale, a-t-il expliqué devant la commission spéciale. Moi, je me pose une question. Est-ce que la justice s'intéresserait à ces témoignages qui, à défaut de loi, pourraient sonner comme des aveux au pénal Pensez-vous, il est bon ton d'enfreindre la loi aujourd'hui en France quand ça va dans le sens du progrès irrésistible et irréversible des bien-pensants et du nihilisme. Exemple, la GPA. Le designer couturier de 34 ans, Simon Porte-Jacquemus et son époux ont annoncé la naissance de leurs jumeaux, Mia et Son, le lundi 22 avril sur Instagram, laissant penser un recours à la GPA, pourtant interdite en France. Et Marion Maréchal a eu le malheur de demander sur X « Où est la maman ?» Que n'avait-elle pas dit là ? Des anciens membres du gouvernement ouvertement favorables à la GPA sont immédiatement montés au front. Jamais la dernière pour un propos dégueulasse sur une famille et des enfants, a réagi sur X Clément Beaune, député de Paris, Renaissance. Même son de cloche chez l'ancien ministre du Travail Olivier Dussopt, également favorable à la GPA au titre personnel. Deux papas qui s'aiment et qui aiment ses enfants, c'est bien aussi une famille, c'est l'essentiel. Venue en renfort de ses collègues de la majorité, la porte-parole du gouvernement, Prisca Thévenot, a dénoncé l'homophobie décomplexée de Marion Maréchal. Elle en manque pas une, celle-là. Aujourd'hui, nous fêtons les 11 ans de l'adoption du mariage pour tous, une grande victoire pour l'égalité. Continuons à nous mobiliser contre toutes les formes de discrimination et pour garantir les droits de tous les citoyens, ont-elles écrit sur X. Chez la France Insoumise, seule Rima Hassan, 7e sur la liste insoumise aux européennes, s'est fendue d'une réponse inflammée sur X. Où est votre cerveau ? Question qu'on se pose depuis des générations pour les Le Pen. De son côté, le sénateur communiste Yann Brossa a indiqué préférer avoir deux papas qu'une mère comme Marion Maréchal. C'est des formes de racisme, tout ça, vous savez. Ah oui. Sous le feu des critiques, Marion Maréchal a réagi ce mercredi en s'adressant directement aux membres de la majorité présidentielle. Cher Clément Beaune, Prisca Thévenot, Olivier Dussopt, c'est une question d'éthique et de dignité. Elle a fait référence à un tweet d'Emmanuel Macron datant de 2017. Pendant mon quinquennat, la GPS restera interdite en France. C'est une question d'éthique et de dignité, avait écrit le président de la République sur le réseau social. Invité de CNews, mercredi soir, la tête de liste de Reconquête l'a encore martelé. Je ne m'habitue pas à la banalisation de cette pratique qui est, pour moi, monstrueuse et honteuse. Tout ça n'est pas nouveau. La racaille qui est au pouvoir s'affranchit des lois qu'elle a elle-même édictées et use de l'intimidation comme elle respire. Cette engeance, dont la source se situe dans l'idéologie 68arde, a détruit notre pays. La France ne reconnaîtra de ses cendres que de les avoir entièrement éradiquées avec leurs idées délétères. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas nouveau que l'on n'en finit pas de descendre dans le monstrueux et l'horrifique. Publicité de Gest Life, agence proposant ce commerce lucratif de la GPA. L'enfant conçu par GPA garantit jusqu'à 2 ans. C'est la dernière des marques, après la naissance en cas de décès. Vous avez bien entendu, après redémarrage du même programme en cas de décès de bébé, pour n'importe quelle raison ou cause, y compris accident domestique, de circulation, si vous le jetez par la fenêtre, je ne sais quoi encore. La marchandisation n'a plus aucune limite. Pour information tout de même, le Parlement européen associe pour la première fois la GPA à la traite d'êtres humains dans un texte contraignant, mais à la portée imprécise. Le commerce de la GPA devra encore patienter un peu au sein de l'Union européenne, mais son contournement hors UE reste assurément une option qui ne rebute pas nos dirigeants au regard de ce qui précède. Alors je fais une petite incise parce que Viviane a été tout de suite contestée par une de nos admiratrices Françoise. Cette Viviane que vous allez prendre pour une bonne fée m'énerve un peu. Je suis jaloux, j'aurais voulu écrire ce qu'elle vous a écrit. Je n'ai que 3 mots, je vous aime. Alors la Viviane a-t-elle dit mieux ? Mais 3 petits mots écrits en lettres capitales, pas mal. Bonne journée à tous. Merci Françoise. Allez, on continue. Le cas de la censure par la mairie de Paris du livre Transmania des féministes Dora Muto et Marguerite Stern sur les dérives de l'idéologie transgenre. Je la trouve aussi très symptomatique de l'enfoncement dans le cloaque de la dégradation morale
et du combat idéologique sectaire. Et pourtant, a priori, les deux auteurs ne sont pas, c'est le moins qu'on puisse dire, des meneuses de l'extrême droite catholique traditionnaliste. Dora Muto s'est fait connaître pour son compte Instagram et blog Tajoui. Et Marguerite Stern est une ancienne fémène. Ce qui n'empêche pas la mairie de parler de transphobie, qui est un délit. Là, soudain, la loi a du sens, contrairement à ce que nous avons pu voir avec la JPA. Emmanuel Grégoire, bras droit d'Hidalgo, va saisir l'annonceur JC Déco pour demander le retrait de cette publicité sur le mobilier urbain. SOS Homophobie a décidé aussi de porter plainte contre les deux auteurs et d'asséner « La transphobie tue ». Et sur les réseaux sociaux, c'est un déchaînement de menaces contre les essayistes. La grandiloquence des réactions qui manient diffamation, calomnie, intimidation est d'une portée comique qui me régale, Lara. Je lis sous la plume de nos mutins de panurge la honte sur notre ville et à l'aube des JO. Cette bonne blague, une ville saccagée, un pays dépotoir. Mais que tout finisse donc dans cet égout à ciel ouvert qui est devenu la Seine à Paris. C'est mon vœu le plus cher. Je me prends des fois à rêver aux joueurs de flûte de Hamelin. Ce qui est intéressant à noter, c'est aussi les subventions qu'on reçoit SOS Homophobie pour mener leur guérilla médiatique et à la recherche systématique de la censure de ce qui ne va strictement pas dans leur sens. Cette association reçoit 147 300 € de la ville de Paris, 204 950 € de la délégation ministérielle, donc du gouvernement. Donc, c'est de l'argent du contribuable. On aimerait bien ces petites sommes rondelettes pour Radio Courtoisie. Ah, bah oui. Allez, on lit le 4e de couverture de ce livre avant qu'il ne termine dans un prochain autodafé. D'ailleurs, 4e de couverture qui n'a rien que de très évident. Bienvenue dans un monde où Robert devient Catherine. L'homme enceint, non-binaire, Yel, changer de sexe, naître dans le mauvais corps, transgenre. Ces termes envahissent notre quotidien. Trans par-ci, trans par-là, partout c'est la transmania. En France, il est possible d'être légalement reconnu comme femme tout en ayant un pénis. Des hommes se disant femmes remportent des compétitions sportives féminines. Dans le plus grand des calmes, des hôpitaux se livrent à des expérimentations médicales sur des enfants dans le but de les faire changer de sexe. Et tout incrédule évoquant la binarité des sexes est traîné dans la boue. C'est l'histoire de l'un des plus gros casses conceptuels du siècle que nous allons vous raconter. L'idéologie transgenre est en train de s'infiltrer dans toutes les sphères de la société. Elle se présente comme un simple mouvement pour les droits d'une minorité opprimée. Pourtant, derrière les paillettes se trouve un projet politique néfaste qui s'apprête à bouleverser notre rapport au réel. La transsexualité semble aujourd'hui dans tous les esprits, dont celui de Macron, qui a fait un beau lapsus au début de son discours sur l'Europe à la Sorbonne jeudi. Une Europe plus unie pour peser face aux autres puissances et transition du siècle. Ah, il parle en spécialiste, je suppose. On doit cette information à Raphaël Beslu, le directeur de la rédaction, qui est là déjà parmi nous et qui nous écoute de Géopolitique Profonde et que nous allons avoir tout à l'heure pour sa chronique géopolitique. Alors, le discours de Macron, il est creux sur le fond, comme d'habitude, et n'a convaincu personne selon les sondages. On y lit son ambition personnelle pour la présidence de l'Europe. À part cela, son concept de souveraineté européenne est creux, et si son Europe mortelle, comme il dit, est bien la vassale des États-Unis, si. Le reste est à l'avenant, en perpétuelle inversion accusatoire, comme avec la Russie. Quand même, il ose dire que l'Europe est en situation d'encerclement, c'est ridicule. C'est la Russie que le bloc impérialiste occidental encercle. Et dans ce bloc, nous sommes bien les supplétifs des États-Uniens. Si. Et puis son Europe de la paix, comme il dit, est bien en fait, dans son descriptif, une Europe de la guerre. Ah oui. Comment voulons-nous construire notre autonomie si nous n'assumons pas aussi de développer une industrie de défense européenne, a interrogé le chef de l'État. Pour rattraper des décennies de sous-investissement dans les industries de défense, Emmanuel Macron a réitéré son appel à bâtir un nouveau paradigme entre Européens, notamment en lançant un nouvel emprunt européen pour renforcer l'arsenal militaire. D'ailleurs, l'Europe, pour lui, c'est de Lisbonne à Odessa, bizarrement. Très intéressant. Pourquoi Odessa ? On ne sait pas.
Il évoque aussi un bouclier antimissile, une initiative stratégique à l'initiative de la France d'ici quelques mois, sans parler de son ambiguïté stratégique toujours aussi lunaire. Ouais, le reste est vœu pieux, hein, que ce soit en matière d'immigration comme en matière économique et financière, et cela ne tardera pas de se retourner comme d'habitude contre notre pays. Attendons de voir les effets de l'envoi par le Royaume-Uni des migrants illégaux vers le Rwanda, pays totalitaire d'ailleurs s'il en est, dont les présidents français à la solde de l'Amérique se sont accoquinés depuis Sarkozy. On va se les garder, les migrants, maintenant, à la perspective qu'ils finissent au Rwanda. C'est bien pour Calais qui ne sera plus pris d'assaut par ceux qui veulent traverser la Manche, mais par contre, maintenant, une fois passées les frontières italiennes et espagnoles, ils vont rester chez nous. Quant à la situation économique et financière de l'Europe, on devrait d'abord s'intéresser à la nôtre, de plus en plus proche du scénario à la grecque. La dégradation de notre note va faire très mal. Ça ne sera pas le cas cette fois-ci, mais oui. ça finira par arriver. Mais on rappelle que la crise financière grecque, qui a duré près de 10 ans, de 2009 à 2018, a fait s'effondrer d'un tiers le PIB du pays et a mis 27% de la population au chômage. Il nous reste le concept abstrait d'humanisme, qui va de l'avortement comme droit fondamental à la promotion du LGBT, et une certaine Europe de la censure aussi, en particulier sur les réseaux sociaux. Et ce qui choque enfin, cette marche forcée vers le fédéralisme européiste d'une Europe tronquée et vassalisée, sans que d'aucune façon on demande son avis au peuple. Une tribune salvatrice à ce sujet de 50 personnalités pour un référendum sur le tour de vis fédéraliste de l'Union européenne. En novembre 2023, une résolution du Parlement européen a proposé de modifier les traités pour généraliser la règle de la majorité qualifiée. Puis, une résolution semblable a été adoptée à l'Assemblée nationale. 50 personnalités, dont Arnaud Montebourg et Marcel Gauchet, appellent à organiser un référendum sur ce sujet qui engage la souveraineté de la France. Et si nous parlions maintenant du grand lessivage de l'information dans nos belles démocraties libérales que chante Macron à la Sorbonne en Europe et puis largement en Occident. C'est aussi bien que le nouvel homo du sketch de la publicité de Coluche. Ça lessive, ça lave plus blanc que blanc. En plus d'être comme Persil, anti-redéposition. Cela ne revient pas. Là où on passe le lessivage, l'info trépasse. On peut même dire qu'on assiste à une transformation de l'information en une nouvelle information. Ça répond à la question de Coluche, moins blanc que blanc. Bon, c'est gris clair, mais plus blanc que blanc. Transparent, non, encore mieux. Alors, cette partie de revue de presse est le fruit d'une chronique. Pour ceux qui ont écouté, il faut écouter lundi, mardi, jeudi, vendredi, les grands débats de géopolitique profonde entre 18h30 et 20h30. Il m'y arrive d'y faire des chroniques, et ce qui suit, et ce qui d'ailleurs précédait, en est le fruit. Alors, est-ce que vous voulez un exemple justement de ce avec grand joie, lessivage ? Nicolas, allons-y. Souvenez-vous, le 15 avril dernier, en Australie, les suites d'une nouvelle épidémie frappent Sydney. C'est la stupeur dans le monde entier. Une épidémie de couteaux fous. D'abord, une attaque de couteau contre de malheureux clients d'un centre commercial. Le propriétaire du couteau en question rencontre en haut surprise des problèmes psychologiques. Il est vrai qu'en général, poignarder son prochain est un signe de bonne santé mentale. Et donc le 15 avril, l'attentat terroriste islamique à l'église Christ the Good Shepherd, diffusé en direct sur YouTube, montrant un individu en noir attaquant l'évêque au visage puis à la poitrine, alors qu'il prononçait son sermon devant l'autel. Avant que les fidèles interviennent pour lui porter secours, 3 hommes âgés de 20 à 70 ans ont été blessés. Ces fidèles se sont précipités sur l'assaillant afin de l'immobiliser, recevant eux aussi une petite volée de coups de couteau fou. Quelle idée en même temps de porter secours. Oui, ça c'est sûr. Bon, jusqu'ici, on est à peu près dans le factuel, même si évidemment ensuite les interprétations vont aller bon train, nous expliquant que ce n'est pas parce que le soleil brille à son zénith que nous sommes pas en pleine nuit. Et comme la nuit, tous les chats sont gris, vous savez. Un dirigeant de la communauté musulmane d'Australie a tout de suite hurlé à l'islamophobie. Rien ne prouve le caractère terroriste de l'acte. Sûrement que l'homme en noir, d'ailleurs, n'était pas un disciple d'Isis, avait été confondu avec une vieille portugaise en deuil, qui n'avait pas prononcé le rituel Allah Akbar, mais plutôt O Carai Bacalo. Qu'est-ce qu'on peut être mal intentionné quand même ? Je remarque d'ailleurs que le Portugal a le vent en poupe actuellement lorsqu'il s'agit de trouver des coupables
dit que moi j'appelle de substitution. On retrouve un drapeau portugais dans la chambre d'un des bourreaux du jeune Philippe Koopman, sauvagement assassiné, vous vous souvenez, à Grand-Sainte. Et voici un nouveau narratif à mettre en œuvre. Une meute de supporters hooligans portugais en colère, après l'élimination de leur équipe préférée du Benfica de Lisbonne par l'Olympique de Marseille, assassine un jeune habitant de Grand-Sainte. Information confirmée par les services de Gérald Darmanin. Il s'agirait donc d'un pogrom. Philippe Koopman, information à son tour confirmée par les services de CNews et de leur analyste vedette, William Golnadel. On n'y soit qui mal pensait à une attaque de la police islamique dans un quartier où il faisait si bon vivre, le vivre ensemble de Grande-Sainte. J'aime ça, le si bon vivre du vivre ensemble. Ouais. On notera donc que la victime se nomme Philippe Koopman, mais les assassins mineurs n'ont ni prénom ni nom de famille. Ah non, pas... Bon. J'aurais bien proposé dans la rubrique « Faut pas stigmatiser car les stigmates c'est du prosélytisme chrétien ». Ça, je suis très content de celle-là. Eh bien, Pierre Durand ou Paul Dupont, mais cela n'a malheureusement pas été retenu à l'heure où je vous parle. Avant, c'était les Tchétchènes qui étaient incriminés, comme avec l'attentat contre Samuel Paty, tué par un terroriste islamiste, que Nuni, un Tchétchène, ou je devrais dire un Russe, dont on dit que la famille était proche de Vladimir Poutine, comme par un fait exprès. Et quand on aura épuisé la filière portugaise, il nous restera des gens du voyage, du genre il n'a pas dit Allah Akbar, mais mange tes morts, comme la famille de Kenji Girac. Et un procureur de la République qui se prend pour un journaliste de Voici ou Gala fera une conférence de presse dévoilant la vie privée de la victime. Cette conférence de presse est pathétique et montre à quel point la France a sombré dans une décadence sans retour. Un procureur s'étendant lourdement sur la vie privée d'une star, c'est indigne. Mais revenons-en, si vous voulez bien, à l'évêque australien Marmari Emmanuel. On y va. Et là, on n'est pas au bout de nos surprises. On a affaire à un drôle de lascar, moi je vous le dis. Le très controversé évêque de l'église ultra-conservatrice. Il faut que je reprenne mon souffle. Ultra-conservatrice. Orthodoxe assyrienne. Je répète, le très controversé évêque de l'église ultra-conservatrice orthodoxe assyrienne. C'est chargé. Bon, déjà controversé, ça sent mauvais, moi je vous le dis. Ça, c'est minimum complotiste d'extrême droite. Minimum. Mais alors, si vous ajoutez pour l'évêque, bon, déjà, évêque, c'est pas terrible. Mais alors, orthodoxe, ça serait pas un russe? Allez savoir. Ultra-conservateur. Non, mais il a fait exprès, le gars, c'est une plaisanterie. Mais attendez de connaître le pédigré du bonhomme connu pour ses sermons anti-LGBTQ, ses propos controversés sur la crise sanitaire de 2020, contre le confinement et la divine injection. Oh là, il cumule. On rappellera à toute fin utile que l'Australie s'est distinguée d'ailleurs à l'époque par une politique de zéro grippette et donc un confinement particulièrement strict maintenu après juin 2021. Les autorités australiennes ont même songé à mettre dès 2020 en quarantaine leurs ressortissants à 2000 km de leur côte sur l'île Christmas. Joyeux Noël! Joyeux Noël Félix! La bûche, hein? C'est pas comme en France dans la cuisine pour papier mamie, mais carrément à 2000 km sur une île déserte. Alors le plus scandaleux est évidemment la mise en cause de la divine injection, obtenue, comme tout le monde le sait, par la transsubstantation de l'ARN messager. Comment un prêtre qui tous les dimanches célèbre justement la transsubstantation de l'Eucharistie peut ainsi douter même une seconde des miracles de la science? Je répète avec un S majuscule et le conseil scientifique. Mais autre dénonciation de nos médias bien pensants à son égard, la victime, dans d'autres vidéos, mettait en doute l'élection de Joe Biden, qu'il estime à 100% truquée par les sociétés secrètes, et demande à Donald Trump de rester fidèle à Dieu et de résister à l'influence franc-maçonnique. C'est le crime impardonnable s'il en est. Alors, vraiment, un évêque pareil, moi j'aimerais l'avoir près de chez moi, je vais à la messe tous les dimanches. On rappellera aussi la situation de cette église assyrienne orthodoxe faite de réfugiés qui ont connu dans un passé récent des persécutions, décapitations, meurtres de masse de l'État islamique et dont on pourra remarquer que même en Australie, ces pauvres gens ne peuvent pas vivre en paix. On rappellera aussi que le génocide assyro-chaldéen par les Ottomans qui est en passe d'être reconnu en France durant le génocide arménien en 1915, les Turcs ont réussi à massacrer 50% de leur population, soit 250 000 personnes génocidées. Une paille. Et après cela, on nous explique que l'évêque assyro-orthodoxe n'aurait pas toujours eu des mots très tendres avec cette religion d'amour et de tolérance et de paix qu'est l'islam. On ne comprend vraiment pas pourquoi. D'autant plus qu'il est souvent soutient avec ferveur la cause palestinienne face à l'Israël. Mais alors,
Mais peut-être est-ce aussi cela un fait aggravant. Alors intéressons-nous maintenant, devrions dire le jeune homme, comme il est qualifié dans de nombreux journaux, et comme il est décrit par nos médias, au premier chef l'AFP. L'agresseur a rapidement été maîtrisé par les autorités avec lesquelles il a coopéré. Il est bien cet agresseur. Bon point. Après avoir été, c'est un jeune homme, après avoir été soigné par des blessures à la main, Sky News Australia a rapporté l'interprétation d'un adolescent. Même un adolescent, il était en crise d'adolescence, c'était un peu boutonneux, donc il est allé poignarder un évêque. C'est normal tout ça. Un adolescent, un jeune homme, voilà des qualificatifs qui démontrent amplement le parti pris de nos médias en faveur du coupable. Voici à peu près où nous étions avant les derniers rebondissements de l'affaire ces derniers jours et la dernière polémique en date avec Elon Musk. Je vous en fais un petit résumé, pris dans Huffington Post. Elon Musk défend la présence sur X de vidéos de l'attaque au couteau de Sydney. La justice australienne a enjoint le PDG du réseau social de retirer les vidéos de l'agression à l'arme blanche dans l'église de Sydney. Pour Elon Musk, c'est une question de liberté d'expression. Le PDG a annoncé ce mardi 23 avril que son réseau social fera appel de cette injonction émise par la justice australienne, l'obligeant à retirer les vidéos de l'agression à l'arme blanche dans une église de Sydney. Nous sommes préoccupés par le fait que n'importe quel pays est autorisé à censurer les contenus pour tous les pays, comme le demande le commissaire en charge de la sécurité électronique australien. Alors, qu'est-ce qui empêcherait n'importe quel pays de contrôler l'ensemble d'Internet, a demandé Elon Musk sur X. Nous avons déjà censuré le contenu en question pour l'Australie. Dans l'attente d'un recours en justice, il est stocké uniquement sur les serveurs aux États-Unis. Le Premier ministre australien Albanese a qualifié sur la chaîne ABC Elon Musk de milliardaire arrogant qui se croit au-dessus de la loi mais aussi de la décence. Ça, c'est sûr, vous voyez, quand vous n'êtes pas bien vu, vous êtes un milliardaire, c'est comme Trump, c'est comme Musk. Quand vous êtes bien vu, le même milliardaire devient un généreux mécène. C'est Bill Gates, par exemple, Bernard Arnault et tant d'autres. Alors, les autorités australiennes se sont inquiétées du fait que la vidéo de l'attaque, qui s'est largement répandue sur les réseaux sociaux, alimente les tensions entre communautés. Mais ça, c'est une bonne interrogation. Étrangement, dans le cas de George Floyd ou du petit Syrien Elan au corps échoué sur la plage en Turquie, on n'a pas eu de ces pudeurs. On a même fait l'inverse, abus des images en ligne pour faire de la propagande, évidemment. Dernière chose, quand on cherche sur Google aujourd'hui des informations de base sur cet attentat islamiste à Sydney, on ne trouve plus que le scandale Musk. Voilà une information bien nettoyée, plus blanc que le blanc, c'est ce qu'on disait, qui va d'un attentat islamiste à l'indécence d'un milliardaire qui laisse la loi de la jungle régner sur Internet aux grandes dames d'Emmanuel Macron. Oui, mais bon, une nouvelle réjouissante de Paris Match pour terminer quand même. C'est depuis son lit de malade que Monseigneur Marie Emmanuel a donné de ces nouvelles. Dans une déclaration de 4 minutes publiée par son église ce jeudi, l'évêque a d'abord assuré qu'il se mettait très rapidement de l'effroyable attaque et qu'il n'avait pas lieu de s'inquiéter au sujet de son état de santé. Le religieux a appelé au calme, alors que le déferlement de violence a déclenché la fureur des centaines de fidèles et des affrontements dans la rue. Plusieurs véhicules de police avaient notamment été détruits par les émeutiers lors de ces scènes de chaos. Jésus ne nous a jamais dit œil pour œil, dent pour dent. Alors, mes bien-aimés, je veux que vous restiez toujours calmes, a-t-il demandé. Marie Emmanuel a également adressé un message poignant à son agresseur présumé. En substance, il affirme lui accorder son pardon. Tu es mon fils, je t'aime et je prierai toujours pour toi. Et celui qui t'a envoyé faire cela, je leur pardonne aussi, au nom de la puissance de Jésus, rapporte notamment le Daily Mail. L'archevêque a en outre assuré qu'il aime tout le monde, quelle que soit la religion. Je n'ai rien d'autre dans mon cœur que l'amour pour tout le monde, que cette personne soit chrétienne ou non, a ajouté l'évêque. Alors on est en effet loin là de la charia ou de la loi du talion. J'aimerais qu'on finisse par une nouvelle, vous me connaissez, un peu plus sinistre, mais qui reste, je trouve, quand même bien instructive. Charles III. Alors que le monarque de 75 ans se bat contre un cancer, l'organisation des funérailles appelée Opération Main Bridge, du nom du premier pont suspendu qui relie l'île d'Anglesey au Pays de Galles, aurait été dépoussiérée et activement mise à jour, avec des révélations inquiétantes sur son état de santé. Chaque monarque a son plan, sachez-le. En parlant de sa santé, aux amis, révélations inquiétantes sur son état de santé,
excusez-moi. En parlant de sa santé, aux amis du roi ces dernières semaines, la réponse la plus courante est « ce n'est pas bon ». Lui succédera bientôt donc le roi William, bientôt veuf pour sa part. Oh, mais vous êtes atroce, Nicolas. Non, pas Kate. Hein. Oh que si. Foi du bon chapelain de Westminster, la mort fait son œuvre, arcane 13 du tarot marseillais. On ne badine pas avec la faucheuse. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Bien, bon écoutez, vous aurez, comme chaque semaine et la semaine prochaine, à nouveau à partir de 9h, une nouvelle revue de presse. Et là, je suis heureux parce que tout le monde est là. Alors, dans le studio virtuel, personne n'est dans le studio réel avec nous pour nous tenir compagnie, ma chère Lara. Mais par contre, on a tout le monde. Et d'ailleurs, avant de lancer une chronique qui ne sera pas cette fois-ci, mais on va mettre quand même la petite cloche, tiens, allez, avant d'avoir trouvé, voilà. Hop, hop, hop. Alors, vous n'aurez cette semaine... puisqu'on on tourne un peu, vous n'aurez ni Andy Bussaglia, ni Arnaud Biéguin. Nous avons aujourd'hui Raphaël Beslu, dont je rappelle qu'il est le directeur de la rédaction de Géopolitique Profonde et qui nous fera, une fois sur deux dorénavant, une chronique de géopolitique et donc de Géopolitique Profonde dans le livre journal de Géopolitique Profonde sur Radio Courtoisie. Juste avant de lui laisser la parole, mais d'ailleurs, il aura peut-être une réponse à nous donner, parce que les spécialistes de géopolitique sont aussi des spécialistes d'économie et de finance. Les deux vont ensemble, c'est ce qui fait aussi l'intérêt de cette revue de géopolitique profonde. Un auditeur nous pose la question, notation de la France, question. Qui possède les offices de notation? Et s'il possédait aussi la banque à qui la France paie les intérêts? Voilà, je plaisante, bien évidemment. Merci, mon cher Denis, de ces interrogations qui ne resteront pas lettres mortes. On se posera la question la prochaine fois et peut-être avec Raphaël. Bonjour, Raphaël. Bonjour, Nicolas. Est-ce que vous m'entendez? Parfaitement. Eh bien, bonjour à tous les auditeurs de Radio Courtoisie. Bonjour, Lara. Bien présent de tôt matin, quoique vous avez une heure de décalage, ça va, il est 10h30 chez vous. Exactement. Et là, je me suis levé tôt, donc je suis en pleine forme. Je vois ça. Forme magnifique. On est bien content que ce soit le cas, mon cher Raphaël. Alors, qu'est-ce que vous nous avez concocté comme petite chronique aujourd'hui ? Alors, il me semblait très important de parler d'un article qui a été publié par le journaliste, de plusieurs articles publiés par le journaliste Seymour Hersh pour comprendre la récente riposte de l'Iran sur Israël. Un article très intéressant qui, selon l'article, expliquerait que ce serait le Pentagone qui aurait orchestré l'attaque de l'Iran. En s'alliant avec potentiellement donc la Russie. Carrément. Et l'Iran. Exactement. Donc c'est un article extrêmement intéressant et j'ai hâte de vous en parler. Vous avez hâte de nous en parler. Vous allez pouvoir nous en parler dès à présent. Peut-être, est-ce que vous aviez un commentaire supplémentaire à nous faire concernant la conférence de presse de jeudi à la Sorbonne de Macron? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier, à part ce lapsus que vous nous aviez donné et qu'on a pu ressortir dans la revue de presse? Est-ce quelque chose de saisissant ou bien est-ce que, parce que sinon je vous poserai la question, étant donné que vous participez non seulement à ce livre journal de géopolitique profonde, mais vous participerez aussi à l'avenir assez souvent, je pense, aux livres journaux de la résistance française. Alors, déjà pour commencer, quand j'avais donné l'information sur le lapsus, j'avais bien dit, ça vaut rien, mais c'est drôle. Hein, donc, dans tous les cas, ça reste un lapsus. Alors, pour le discours d'Emmanuel Macron, il me faut un petit peu plus de temps pour analyser parce que ça date tout simplement d'avant-hier. Ce qui est quand même intéressant, c'est évidemment d'analyser les mots qui sont utilisés, c'est-à-dire d'observer le travail des équipes de communication qui sont derrière Emmanuel Macron, c'est-à-dire le fait de vouloir se concentrer essentiellement sur notre Europe et donc voir les ambitions européistes de Macron, surtout en tant que futur chef de l'Europe. Ce qui est intéressant dans ce long discours, surtout, c'est de voir la propagande en fait intégrale sur la situation actuelle de l'Union européenne, que ce soit économiquement, au niveau de même en fait des interactions politiques avec les États membres, comme si en fait il y avait une union sacrée contre un grand méchant, un grand mal. Donc il y a un travail d'analyse à faire, mais comme l'avait dit Macron, l'Union européenne doit sortir d'une certaine naïveté
et son discours était absolument catastrophique. Donc, à mon avis, il me faudra un petit peu plus de temps pour en parler. Peut-être que je pourrai en parler lors de ma prochaine apparition. Ah bah pourquoi pas, c'est très bien. Surtout que de toute façon, il reviendra certainement sur ses propos et autour d'un whisky glace, par exemple, quand il enverra ses gars, nos gars, à Odessa. Je sais pas, il doit avoir il avait peut-être eu une petite amie à Odessa dans le passé, avant Brigitte. Peut-être. Il était jeune, vraiment très jeune adolescent. C'est fou comme il polarise sur Odessa. Il y a peut-être un narratif, évidemment, ville cosmopolite. Alors évidemment, n'allons-nous pas mourir pour le cosmopolitisme de nos élites? Bah, les Français n'ont qu'à se poser la question. Et bien en tout cas, vite maintenant. Alors, Raphaël, est-ce que vous pouvez nous narrer donc cette chronique sur le Moyen-Orient? Absolument. Donc, alors il y aura peut-être par moment un petit peu de lecture parce que donc comme je vous l'ai dit, j'aimerais pouvoir vous parler donc de différents articles qui ont été publiés par Seymour Hersh suite en fait aux tensions qu'il y a au Moyen-Orient et principalement donc la riposte de l'Iran avec une attaque avec plus de 300 drones et missiles sur Israël. Donc, déjà, j'aimerais peut-être expliquer un petit peu qui est Seymour Hersh, parce que c'est vrai qu'il est très connu dans la sphère anglophone et dans le milieu anglo-saxon, mais peut-être que les Français ne le connaissent pas forcément, même si, à mon avis, son nom a été largement diffusé en février 2023, Ouais. lorsqu'il a publié un article qui a permis de montrer de nombreux éléments qui permettait de penser que le sabotage des gazoducs Nord Stream ont été orchestrés justement par les Américains. Donc Seymour Hersh, c'est un journaliste américain qui est quand même relativement âgé aujourd'hui, qui a quand même une très longue expérience. Il est né en 1937 à Chicago et qui est spécialisé dans les affaires militaires et aussi sur les services secrets. Donc, il a été connu principalement pour de très nombreuses en fait révélations. C'est vraiment sa marque de fabrique. On peut dire ça comme ça. Il a même reçu de nombreux prix. Au début de sa carrière, il a pu, par exemple, exposer le fameux projet donc Jennifer, connu aussi sous le nom Azorian, qui est en fait une des opérations les plus secrètes de la CIA lors de la guerre froide. Il y a eu aussi un article qu'il avait publié, une enquête sur le terrible massacre de My Lan au Vietnam, donc un crime de guerre commis par les Américains sur de nombreuses personnes, plus de 400 personnes, entre 300 et 500. Donc on parle d'hommes, de femmes, d'enfants, de nourrissons, et ça avait fait énormément de bruit pour montrer ce que pouvaient faire les militaires américains sur la population civile. On a aussi, en 2003, un fameux scandale qui est apparu, c'est le fameux scandale donc d'Abu Ghraib ou Ghraib, excusez-moi de la prononciation. Donc c'est une prison en Irak où des militaires et des agents de la CIA violés, torturés, etc., de nombreux détenus. Et ce genre d'enquête lui a par exemple valu le prix Pulitzer. Donc il a écrit aussi de nombreux livres qui ont aussi eu des récompenses sur ses travaux sur Kissinger, sur les armes nucléaires israéliennes, etc. Tout ça pour vous dire, c'est que donc Seymour Hersh est quand même quelqu'un de reconnu. Bah oui, dans c'est le quelqu'un milieu. de sérieux, hein. Exactement. Mais alors, quelqu'un de sérieux, mais pas depuis plusieurs années, bien évidemment. C'est-à-dire que depuis les années 2015, surtout depuis ses écrits sur la situation en Syrie, il a commencé à être diabolisé. On a commencé voilà, à dire que toute sa réputation a été ruinée. Hop, excusez-moi. Donc, toute sa réputation a été apparemment ruinée. On ne peut plus trop lui faire confiance. Ouais. Bref. Donc, il a publié un article le 8 février. Non, excusez-moi, pas le 8 février. Il a publié un article le 17 avril Ouais. qui s'appelle Une solution militaire à un problème politique. Donc, c'est un article extrêmement intéressant. Pour vous remettre dans le contexte, il faut bien se dire que le 1er avril 2024, donc Israël a attaqué l'ambassade iranienne à Damas. Et ça, c'était pas un poisson d'avril. Exactement, c'était absolument pas un poisson d'avril. Donc, il y a 16 personnes qui sont mortes, Ah oui. dont 7 personnes qui faisaient en fait des membres des gardiens de la Révolution. Et parmi ces 7 personnes, il y avait un général, donc le général Mohamed Reza Zahedi, qui était donc le commandant de la force Al-Qod. Donc c'était une attaque importante et l'Iran a promis de mener des attaques en représailles. Ouais. Et ça a suscité énormément d'inquiétudes à l'international sur les fameuses escalades des tensions et de la guerre au Moyen-Orient. Et donc, on a pu observer le 14 avril une attaque de représailles de l'Iran avec plus de 300 drones et missiles C'est ça. qui ont été stoppés à 99% par le fameux dôme de fer et qui ont pu occasionner des dégâts mineurs sur la base israélienne de Nevatim. Et il y a aussi une jeune fille qui a été grièvement blessée. Ouais.
Et donc, Seymour Hersh commence son article en écrivant tout simplement: imaginez, deux des ennemis les plus tenaces de l'administration Biden, la Russie et l'Iran, font confiance au Pentagone et à ses dirigeants et collaborent avec eux pour empêcher des représailles meurtrières à la suite d'un nouvel assassinat par Israël d'un général iranien et de 6 autres Iraniens à Damas. Donc les équipes de planification du Pentagone ont été invitées à trouver une solution militaire à un problème politique. Et Seymour Hersh, dans son article, utilise encore une fois des informations issues de nombreuses sources qui font partie du renseignement, soit de hauts fonctionnaires, de hauts gradés au sein de l'armée américaine, ou aussi au niveau des services secrets, que ce soit anglais, enfin britanniques, même russes ou américains. Et donc, il refuse évidemment de donner l'identité des personnes qui ont pu témoigner dans son article, mais je vais vous citer ce qu'a pu dire en fait un haut responsable américain lors de ces fameuses négociations du Pentagone qui a mené cette opération contre l'administration sans que l'administration Biden soit au courant. Ça, c'est vraiment très important à noter, c'est-à-dire qu'une opération du Pentagone pour essayer de choisir une opération précise pour orienter l'attaque de l'Iran, pour amener des objectifs bien précis, pour essayer de maîtriser ces fameuses tensions et ne pas donner de possibilité à Israël de ensuite essayer d'avoir une envie d'amener des représailles de plus en plus violentes. On se souvient des propos, par exemple, de Meir Habib, toujours présent sur les médias français, pour dire que les réponses seront évidemment disproportionnées. On découvre, grâce à ce genre d'article, qui est très intéressant, qu'il y a des membres donc, au sein de l'armée américaine qui ne souhaitent pas forcément une escalade au Moyen-Orient et une guerre d'Israël avec tous les autres pays dans les provinces limitrophes. Et ça, c'est important, à mon avis, à noter, parce que même au sein, on va dire, de notre camp en France, lorsqu'on essaie d'analyser les situations géopolitiques qui sont extrêmement complexes, on a tendance à imaginer que les États-Unis seraient obligatoirement donc l'impérialisme américain qui souhaite faire la guerre contre le Moyen-Orient et protéger à tout prix Israël. Et surtout protéger comme s'il y avait une servitude envers Israël. Est-ce que vous êtes en train de nous dire, Raphaël, que l'État profond américain serait divisé entre néoconservateurs, donc l'équipe qui est derrière Sleepy Joe, et d'autres au Pentagone, parce qu'en effet, on a l'impression que l'occasion était si belle, que ce soit pour le gouvernement israélien ou les néoconservateurs. On rappelle que Hillary Clinton n'était pas déjà battue, elle était certaine d'être élue, ils avaient quasiment sabré le champagne, ils étaient prêts à appuyer à l'époque, et puis ils ont eu la mauvaise surprise Trump, sur le bouton pour attaquer l'Iran et en particulier lui interdire la possibilité d'accéder à l'arme nucléaire. Donc en effet, on est surpris. Et de même que, étant moi-même le commun des mortels, j'ai vu sur les chaînes d'infos en continu, dont on se rappelle avec Coluche qu'elle ne s'adresse qu'aux débiles mentaux, bienvenue au club, c'est quelque chose qui avait l'air d'être une opération cousue de fil blanc. Absolument, et vous avez cité donc évidemment le personnage de Trump, et Trump est représentatif en fait de tout un pan en fait de la politique américaine, ou en tout cas de certaines élites américaines qui ont une volonté, on va dire, un petit peu plus politiquement isolationniste, qui ne souhaitent pas forcément faire la guerre. C'est-à-dire que on pourrait opposer donc ce camp républicain avec vraiment l'autre camp qui est vraiment très néoconservateur et qui a une stratégie vraiment bien précise pour continuer à développer cette fameuse hégémonie américaine. D'ailleurs, vous avez eu l'occasion d'interviewer Pierre-Antoine Plaquevent qui a pu parler précisément de ce sujet-là. Et donc, il est clair. Exactement. Donc, il est clair qu'il y a évidemment différents groupes qui s'affrontent et au sein même des États-Unis. Mais ce qui est intéressant là à observer, c'est de voir donc l'impact de ce fameux réseau qu'on pourrait peut-être appeler pro-Trump, mais dans tous les cas qui n'est pas forcément pour la guerre dans le Moyen-Orient, avoir on va dire être capable de mener des projets qui vont contre l'administration Biden dans leur dos, c'est-à-dire en secret, et qui permettent de modifier complètement l'escalade des tensions, les tensions actuelles, et ce qui pourrait devenir en fait une guerre généralisée au Moyen-Orient, et peut-être même sur un plan beaucoup plus large. Et d'ailleurs, il faut se souvenir, le lendemain de l'attaque de l'Iran sur Israël, de tous les articles qui sont apparus pour parler de la conversation privée qu'il y a eu entre Biden et Netanyahou. C'est-à-dire que Biden avait clairement dit c'est une victoire pour Israël, sur le plan de la défense. C'est ça.
Contentez-vous de cette Exactement. victoire. Ouais. Mais nous ne participerons pas à une contre-attaque contre l'Iran. Et c'est pour ça que ça me semble très important et que je trouve l'article de Seymour Hersh extrêmement pertinent, c'est que ça permet de comprendre ces propos, par exemple, de Joe Biden, qui évidemment, on se doute bien que ce n'est pas Joe Biden qui parle, étant donné que, à mon avis, il ne possède pas tous ses moyens cognitifs pour pouvoir s'exprimer librement. Mais ça permet de voir la stratégie de communication qu'il y a derrière. Donc, en tout cas, j'aimerais bien continuer, si ça ne vous dérange pas, Nicolas, à citer d'autres éléments de l'article, parce qu'aussi, il y aura un point très important sur la riposte, évidemment, d'Israël qui a eu lieu donc le 19 avril, qui elle aussi est très révélatrice donc, de cette stratégie complexe qui semble être mise en place par différents partis, que ce soit donc, en Iran, en Israël, mais aussi aux États-Unis. Écoutez, je vous laisse la parole pour terminer votre chronique, puisque nous avons ensuite Marc-Gabriel Draghi. Nous vous écoutons, nous sommes tout oui. Absolument. Donc là, je vais me permettre de faire quelques citations de l'article qui sont donc des propos extraits d'un haut fonctionnaire qui a pu lui donner des informations confidentielles qui lui révèlent comment se sont déroulées ces fameuses négociations. Donc, comme je l'avais dit, cette personne a dit les équipes de planification du Pentagone ont été invitées à trouver une solution militaire à un problème politique. Sinon, l'ayatollah attaquerait et Bibi réagirait comme il l'entend. Nous devions nous impliquer maintenant et pas plus tard. Nous avons donc réfléchi à notre situation actuelle et à celle que nous souhaitions avoir. Et nous avons décidé de nous impliquer maintenant et donc pas plus tard. Cela signifiait que nous devions contrôler la réponse iranienne. Et qui connaissait le mieux les Iraniens ? Demanda le fonctionnaire de manière rhétorique, les Russes et les Britanniques. Il y a eu une séance de négociation donc difficile avec un haut fonctionnaire israélien qui a été informé, selon le fonctionnaire américain, qu'Israël avait deux options. Donc, c'est-à-dire une, gagner facilement, et donc laisser la coalition américaine détruire les missiles, ou deux, perdre à la dure et répondre par la violence à l'échec de l'attaque. Si vous choisissez la manière forte, a-t-on dit à l'Israélien, donc c'est le fameux fonctionnaire, vous vous débrouillerez tout seul. Un Israélien bien informé m'a dit que les responsables de l'aérodrome avaient été explicitement informés, vraisemblablement par l'Iran, que les missiles tombés à proximité sur l'aérodrome n'étaient pas destinés au réacteur de Dimona. Parce que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de voir les cibles qui ont été choisies à la fois par l'Iran, mais aussi sur la riposte israélienne du 19 avril, dont je vais vous parler dans quelques secondes. C'est-à-dire que, il faut, comme je l'ai dit, 99% des missiles ont été arrêtés. Les drones, c'est une attaque qui a eu lieu sur plus de 9 heures. Donc, ça aussi, c'est quand même assez particulier. Si on souhaite faire une attaque qui va occasionner de très forts dégâts, à mon avis, l'Iran a les capacités de le faire. Et donc, des drones qui peuvent être plutôt facilement arrêtés, surtout quand on connaît toutes les technologies anti-missiles qui sont déployées en Israël, que ce soit des technologies donc, israéliennes, mais aussi américaines. Donc, l'attaque s'est terminée en partie d'échec, dont tout le monde est sorti gagnant. Ouais. Ça, c'est un article qu'on a pu voir publié sur Le Monde il y a tout simplement 2 jours. C'est-à-dire que même là, on voit, suite à tous ces événements-là, que même les analystes occidentaux commencent à se dire que la situation que l'on observe est assez curieuse. C'est-à-dire que l'Iran a réussi à mener une attaque de représailles qui a été considérée comme un anti-7 octobre, ou en tout cas un contre 7 octobre, ce qui, à mon avis, est assez difficile à dire parce que on ne parle pas forcément des mêmes dégâts qui ont pu être faits. Ouais. Mais en tout cas, on voit qu'à la fois, ça a aussi calmé les ardeurs israéliennes et en même temps, ça a permis à l'Iran d'envoyer un message fort, c'est-à-dire on peut attaquer Israël. Le dôme de fer n'est pas forcément invincible dans le sens où on peut mener des attaques. Donc, ensuite, il y a eu une attaque israélienne le 19 avril. Oui. Ça, j'aimerais bien vous entendre là-dessus, parce que j'ai trouvé très bizarre aussi celle-là. D'ailleurs, personne ne s'est étendu, même pas Ulysse Gosset, vous savez, le va-t-en-guerre très proche de la CIA de BFM, qui a toujours des narratifs pour entrer en guerre. Là, on l'a pas entendu. Ça a été un bide, semble-t-il, ou alors il y a autre chose qu'on ne nous dit pas. Absolument. Et donc là, encore une fois, je me réfère à un autre article de Seymour Hersh, qui est encore une fois très intéressant. Oui. Et le titre de son article est très simple, c'est pourquoi Israël n'a pas attaqué l'installation nucléaire présumée de l'Iran. Parce que évidemment, donc, il y a une riposte israélienne, mais la cible choisie par Israël était véritablement curieuse. Et elle est révélatrice d'une situation géopolitique complexe, mais qui montre, on va dire, la problématique de la propagande de Netanyahou, en tout cas des arguments que Netanyahou veut utiliser pour justifier une escalade des tensions, c'est-à-dire avec la problématique du nucléaire iranien. Donc. Oui. Et la sélection de cette zone attaquée permet d'avoir des éléments très intéressants. Donc,
Le 19 avril, une attaque israélienne, c'est-à-dire des missiles hypersoniques sur un site de missiles défensifs iraniens de haute technologie qui protégeait un site d'enrichissement nucléaire le plus important de l'Iran, donc près de Natanz, à 80 km au nord d'Esfahan. Donc encore une fois, Seymour se base sur un responsable des services de renseignement américains qui lui a donné un certain témoignage, et cette personne explique. Donc c'était le moment. Au cours d'une série de discussions en coulisses, les Israéliens ont été informés qu'ils disposaient de 3 options de représailles. Et là, c'est très intéressant. La première consistait en une frappe paralysante massive qui entraînerait une escalade de la guerre et dégraderait encore plus la position d'Israël dans le monde. Et ça, c'est vrai que c'était ce qui inquiétait énormément de pays, et surtout lorsqu'on voyait les propos soit de Benjamin Netanyahou, des personnes qui sont, on va dire, qui font partie de ce camp extrêmement sioniste, et je citais Meir Habib plus tôt, c'est-à-dire qui souhaitent des réponses absolument disproportionnées pour pouvoir à tout prix se venger. Et ça, c'est quelque chose qui est évidemment très inquiétant, à la fois pour les populations civiles, mais pour tous les pays, que ce soit au Moyen-Orient ou même les pays du monde, parce que ça peut générer une guerre de très grande intensité, et peut-être même à une échelle mondiale. Oui. Donc, la deuxième option, expliquait le responsable des services de renseignement américains, était une frappe limitée sur la plus grande menace pour vous et pour le monde, en détruisant Natanz, c'est-à-dire ce qui est considéré comme un complexe d'armement qui produirait, selon justement les théories israéliennes, des armes nucléaires. Parce que c'est ça l'argument aussi d'Israël, c'est de dire qu'autour d'eux, ils ont des pays qui possèdent de l'arme nucléaire et que ça représente une grande menace pour eux. Donc, il dit, vous avez cette possibilité-là de détruire cette zone-là, si vous pensez en fait que l'Iran a la bombe ou que l'Iran est sur le point de l'avoir. Vous pouvez justifier cette frappe comme étant limitée et justifiée. Et la dernière option que vous avez, c'est si vous savez que l'Iran n'a pas encore la bombe ou n'est pas sur le point de l'avoir, vous pouvez utiliser, en fait, alors là c'est un terme américain qui l'utilise pour le poker, vous pouvez utiliser un tell, mais vous pouvez faire en fait un coup un petit peu spécial en ciblant avec des missiles hypersoniques à volonté, c'est-à-dire les zones autour, mais pas le complexe nucléaire. Et donc vous pouvez cibler par exemple le site qui permettait de produire des missiles de défense. Oui. Et donc, on voit ce qu'a choisi Israël. La troisième option. Exactement. Et le responsable termine en disant « Ce sera l'occasion pour vous de dire au monde, actuellement paralysé par la peur de la menace nucléaire iranienne, de ne pas s'inquiéter. L'Iran ne représente pas une menace, et vous le savez, cela ouvre une nouvelle opportunité de force de négociation sans risque pour l'Occident et le Moyen-Orient. » Et ça, c'est très intéressant, parce que encore une fois, il y a de nombreux articles de Seymour Hersh que vous pouvez consulter. Faut savoir que Seymour Hersh a réalisé de nombreux travaux à la fois sur l'armement nucléaire israélien, mais aussi iranien. Il faut se souvenir de quelque chose qui, pour moi, était absolument hallucinant. Vous vouliez peut-être me couper la parole ? Il faudrait conclure, Raphaël. Je pense qu'à force de collaborer, d'ailleurs, on vous rejoint le dimanche sur GPTV avec vos entretiens fleuves. Vous êtes en train de prendre la déformation, et je ne dirais pas de qui en particulier. Excusez-moi, ça restera entre nous. Mais voilà, il faudrait conclure parce que l'émission termine à 10h27. C'est vrai que je n'ai pas forcément l'habitude de faire un chronique, et puis c'est un sujet qui est 10 très complexe. 10 minutes donc, maximum. Je terminerai. Donc je vais terminer. Donc c'est vraiment des articles qui sont à suivre, et surtout en fait un angle à absolument retenir, c'est-à-dire que il y a une politique américaine d'un certain camp américain qui vise en fait à gérer les tensions au Moyen-Orient, c'est-à-dire de calmer les ardeurs de la politique extrémiste israélienne. Et là, on peut en voir la manifestation sur des événements, donc que ce soit sur les attaques israéliennes, mais aussi les ripostes de pays comme l'Iran, avec une collaboration avec d'autres pays comme la Russie, etc. Donc c'est extrêmement intéressant, c'est à surveiller. Et c'est même quelque chose qui devrait nous apporter un petit peu plus d'optimisme, c'est-à-dire par rapport à la crainte, on va dire, de cette fameuse guerre mondiale. On peut voir que tous les membres des élites occidentales ne sont pas forcément tous les fous, et ne souhaitent pas forcément une guerre généralisée. Voilà. Une conclusion plus rapide. Eh ben voilà, c'est parfait. Merci beaucoup Raphaël pour cette chronique. Et puis on se retrouve dans 2 semaines sur Géopolitique Profonde, sur Radio Courtoisie. Et on sera toujours très heureux de vous accueillir. Merci. Avec grand plaisir. C'est le moment en plus où notre ami Mike Borowski, allez on remonte là, fait son entrée triomphale dans le studio, tel un prince. Il peut même nous saluer, nous faire un petit bonjour s'il veut.
Il a ses amis Marc-Gabriel Draghi et Raphaël Beslu avec nous. Voilà, le Zarathustra cette semaine, c'est Marc-Gabriel Draghi. Bonjour Marc-Gabriel, et merci d'avoir patienté. Bonjour Nicolas Stocker, c'est un plaisir d'être avec vous et j'étais ravi d'écouter Monsieur Belliu sur sa chronique qui met de la nuance sur la politique américaine, c'est toujours intéressant. Alors, Marc-Gabriel Draghi, dont je vous ai déjà énoncé, juriste français spécialisé dans l'histoire du droit, son travail est centré principalement sur la description du système capitaliste transnational et sur les actifs, en particulier Davos, et sur justement l'hyperclasse. Depuis janvier 2020, il rédige des articles sur géopolitique profonde, ayant pour sujet l'économie, géopolitique, la politique nationale. Je vais rappeler vos 3 livres, Marc-Gabriel Draghi. On les mettra d'ailleurs en incise sur le site de Radio Courtoisie. Le règne, les 3 sont au KA Édition. Le règne des marchands du temple, le gouvernement des banquiers, la grande narration vers la mort des nations et le grand reset en marche 2020 en 1 du nouvel ordre mondial. Et vous nous revenez, Marc-Gabriel, aujourd'hui pour votre dernier article dans le magazine de géopolitique profonde, Smart City et Great Reset. Ça fera 2 € dans le cochonnet, si vous avez réussi à nous faire un titre, avec que des mots anglais. Bon, alors on va dire ville intelligente et grande et joyeuse ou belle réinitialisation. Des villes pour nous contrôler tous. Ça, c'est moins positif, moins optimiste que la fin de la chronique de Raphaël. Est-ce que, mon cher Marc-Gabriel, vous pouvez déjà nous camper un peu le sujet de ces smart cities, de ces villes intelligentes dont on nous parle de plus en plus, et d'éventuellement de leur connexion avec les smartphones, bien sûr, avec le digital en fait. Voilà. Bien sûr, Nicolas. Alors on a la chance d'être quand même dans l'actualité. Puisque la ville intelligente va revenir, on va être confronté directement dans les mois qui viennent, puisqu'il y a une grande expérimentation qui ne dit pas son nom, mais qui est liée justement à cette instauration progressive des villes intelligentes. C'est tout simplement l'expérimentation des JO de Paris, où le ministère de l'Intérieur a annoncé début avril, le 8 avril, via Gérald Darmanin, que certains quartiers de Paris allaient être, filtrés, qu'il va y avoir des zones de sécurité mises en place lors de la manifestation des Jeux Olympiques et pendant un temps limité. Et cette expérimentation, donc en fait, c'est certains quartiers de Paris qui sont à proximité des sites olympiques. Il va y avoir la mise en place encore une fois d'un QR code qui va permettre pour faire simple, contrôler la masse via le traitement d'informations. Donc le ministère de l'Intérieur a communiqué la procédure, et le Canard enchaîné ce mercredi a dévoilé, on va dire, le fond de ce qui va se passer, c'est-à-dire on va demander aux gens qui souhaitent accéder aux quartiers sécurisés dans le cadre des Jeux Olympiques de s'enregistrer sur un site internet, sur une plateforme qui sera mise en place le 10 mai pour obtenir ce fameux QR code qui permettra d'accéder à ces sites et à ces zones sécurisées. Alors pourquoi ça fait le lien avec les villes intelligentes ? Tout simplement parce que les villes intelligentes, donc comme vous l'avez dit, on le dit en anglais puisque c'est un concept qui nous vient quand même du monde anglo-saxon. Ouais. C'est tout simplement en fait des villes qui visent à mettre la data, la big data, donc en fait la donnée au centre de l'activité humaine. C'est en quelque sorte le monitoring de l'activité humaine, et surtout c'est une transformation qui est enclenchée, alors pas depuis hier, c'est une transformation qui est enclenchée depuis le début des années 2000, mais qui vise à s'accélérer depuis la pandémie, depuis la crise sanitaire de 2020. Et c'est une transformation de nos villes, donc de l'aménagement du territoire. Et progressivement, on voit une évolution normative et réglementaire qui vise à organiser justement l'activité humaine autour d'un grand monitoring. Alors, je vais remettre encore un sou dans le cochonnet de Radio Courtoisie, mais en fait, vers une infrastructure numérique de contrôle qui s'insère totalement dans la 4e révolution industrielle. De toute façon, on va laisser des mots anglais, Marc-Gabriel Draghi, parce que à écouter déjà ce qu'on vient d'entendre, on est sur la Babel.
Et on sait bien que la langue de la tour de Babel, aujourd'hui, je ne parle pas de celle de l'Antiquité, mais c'est l'anglais, et c'est les anglicismes à tout craint. Donc, à un moment donné, quand on parle de Smart City, on est bien obligé de faire des anglicismes. Alors, tout autour du big data, avec un élément qui fait toujours peur, sur lequel on peut peut-être parler dès à présent, c'est la reconnaissance faciale. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites sur la reconnaissance faciale, dont peut-être un certain nombre de fantasmes, mais j'aimerais savoir quelle est votre analyse, parce que la reconnaissance faciale, c'est un des pivots de la ville intelligente, non? Alors, c'est un pivot. Il faut déjà comprendre qu'en France, la reconnaissance faciale est déjà une réalité. Comme je l'explique dans l'article qui est paru dans la revue du mois de mars, dans l'article de la revue Géopolitique Profonde, les services de police utilisent des logiciels, notamment un logiciel qui a été fourni par une société israélienne, depuis 2015, donc depuis la période, on va dire, où il y a eu une crise sécuritaire à l'occasion des attentats islamistes en France. Les services de police utilisent des logiciels de reconnaissance faciale. Alors évidemment, ça n'a pas été mis sur le devant de la scène, ça a été mis sur le devant de la scène il y a quelques mois seulement, hein, donc ça fait plus de 7 ans ou 8 ans que les services de police utilisent ce genre de logiciel, mais comme il y a un vide juridique, enfin il n'y a pas de vide juridique, tout simplement la reconnaissance faciale est interdite en France, il n'y a pas d'accompagnement réglementaire et normatif qui permette de légitimer ou d'autoriser le traitement des données, mais c'est déjà une réalité puisque dans certaines métropoles, notamment dans l'article, je cite les cas de Dijon et de Reims, il y a eu, notamment à Dijon, les premières contraventions, vous vous souvenez, il y a 1 an, à l'occasion du mouvement des retraites et les casserolades autour du gouvernement Macron, quand les ministres du gouvernement Macron se déplaçaient en province pour telle ou telle réunion, il y avait des mouvements de protestation où les gens tapaient sur des ustensiles de nuisance sonore, et il y a certains individus qui ont déjà été verbalisés, non pas par un agent de police physique qui est venu les voir pour telle ou telle infraction et telle nuisance sonore ou olfactive, mais par, entre guillemets, une reconnaissance sur des traitements d'images et de logiciels de reconnaissance faciale et qui ont reçu une contravention. Donc c'est une réalité depuis 2023. Et justement, à l'occasion des JO de Paris qui vont se dérouler fin juillet et début août, il y a eu aussi toute une infrastructure de contrôle et de surveillance qui a été acquise par l'État français et les collectivités locales alors on nous dit qu'il n'y aura pas de reconnaissance faciale de manière nette, mais il y aura une reconnaissance algorithmique qui pourra voir si l'individu est plus ou moins a un comportement plus ou moins suspect. Donc le problème, c'est qu'en fait, on ne sait pas sur quoi portent les éléments de surveillance et l'encadrement réglementaire est totalement opaque. C'est-à-dire, en fait, on ne sait pas comment vont être mis en place ces outils. Et c'est comme même les procédures de contrôle, je l'ai dit en introduction, on s'attend à 1 million de contrôles physiques ou pas par des caméras ou des agents habilités, 1 million de personnes sur la période de 3 semaines, essentiellement les Jeux Olympiques, hein. Je ne parle pas des Paralympiques qui se dérouleront en septembre, mais essentiellement les Jeux Olympiques, on s'attend à 1 million de contrôles et en fait on ne sait pas comment l'infrastructure va être déployée et par qui les données vont être traitées. Le ministère de l'Intérieur, le Canard enchaîné a révélé cette semaine que le ministère de l'Intérieur avait déployé une équipe de 180 personnes pour contrôler et vérifier les informations qui allaient être données dans le cadre de la plateforme qui va être mise en place pour la délivrance des QR codes le 10 mai. Mais on voit bien que 180 personnes pour traiter et fouiller notamment dans 11 fichiers de police, notamment les fichiers des fiches S ou des casiers judiciaires, on pense que ça paraît quand même léger et on n'a pas d'informations sur un éventuel logiciel d'intelligence artificielle qui permettrait de traiter la donnée de manière, de faire remonter en tout cas la donnée de manière plus facile. Il n'y a pas de communication qui est faite dans ce sens-là et on ne sait pas trop dans quel sens ça va aller
de manière concrète sur le terrain. Merci Marc-Gabriel. On rappelle aussi que ce qu'ils nous vendent avec la reconnaissance faciale, c'est que l'on pourra suivre, traquer 24 heures sur 24 les individus les plus dangereux, bien évidemment. Ce qui explique aussi pourquoi finalement on nous laisse, j'ai envie de dire, pourquoi prospèrent aussi. Je ne vais pas me faire que des amis, mais que prospèrent aussi des CNews, des choses comme ça, le fait qu'on mette en avant. D'ailleurs, moi-même, je m'interroge des fois sur le plan éthique en donnant certaines informations, parce qu'on sait bien qu'elles peuvent servir aussi, même si elles existent, donc on ne peut pas les nier, donc on est dans une espèce de piège. Est-ce qu'il faut dire la vérité sur la délinquance, sur l'insécurité, au risque, à ce moment-là, évidemment, que viennent s'engouffrer des solutions qui sont totalement totalitaires. Ça, si vous voulez réagir là-dessus, vous pouvez, Marc-Gabriel, et sinon, moi, ma question qui suit, c'est un des titres de ce merci Patrice. Un des titres de votre article dans la revue de Géopolitique Profonde, c'est-à-dire la vision politique. En fait, l'hypermétropole connectée, donc cette ville intelligente, c'est une vision politique du nouvel ordre mondial. Et ça, j'aimerais bien que vous développiez cela. Alors, je vais le développer tout de suite, Nicolas, mais je vais revenir sur, comme d'habitude, votre remarque qui est très pertinente. En effet, le problème la problématique, par exemple, de l'insécurité. Alors, dans l'article, en gros, j'explique que la Smart City, il y a plusieurs phases. D'abord, la ville intelligente qui vise à réduire les coûts, la gestion des déchets, l'amélioration des coûts énergétiques et des ressources. Donc, tout le monde est d'accord avec ça. En gros, quand on nous le présente, tout le monde est d'accord avec ça. Après, on nous l'a vendu comme la ville durable. Il faut lutter contre le réchauffement climatique, le climat. C'est ça. À l'occasion de la crise du Covid, c'est devenu la ville du quart d'heure, c'est-à-dire on aimerait bien retrouver l'esprit de notre petite ville de la fin des années 90, de la deuxième moitié du XXe siècle, avec l'épicier du coin, le charcutier, le boucher, la ville du quart d'heure qui permet en gros d'avoir tous les services et tout accessible à côté de chez soi. Et en fait, on dérive progressivement vers la safe city, c'est-à-dire la ville sécuritaire, ce qui se passe d'ailleurs en Chine. Et ce que vous dites est très intéressant, Nicolas, puisqu'en fait, le traitement de l'information et la manière dont on le présente nous amène justement à adopter une panacée, c'est-à-dire une solution miracle vendue par l'oligarchie, comme ça avait été le cas avec la crise sanitaire. Pour rappeler, avant la crise sanitaire, quand les gens étaient malades, ils allaient à l'hôpital et on les soignait. C'était la solution des services publics français. Comme avant, on avait des frontières, on les fermait, tout simplement. Voilà. Alors merci Nicolas, bon, vous avez déjà fait le lien, mais en fait, avant, quand la France organisait un événement sportif mondial, pour prendre l'exemple de la Coupe du Monde de football en 1998, nous n'avions pas de reconnaissance faciale, de caméras de surveillance hyper technologiques et déployées, mais il y avait encore un peu le respect des frontières, des contrôles. Il y avait déjà l'espace Schengen, mais des contrôles de frontières, des contrôles de change, une immigration qui n'était pas encore incontrôlée. Donc en fait, toutes les anciennes solutions politiques et nationales qui ont été totalement liquidées en l'espace de 25 ans, maintenant on n'en parle plus, c'est-à-dire l'oligarchie ne veut même plus en entendre parler, c'est-à-dire on aurait très bien pu dire on organise les Jeux Olympiques et pendant une période de 2 mois en France, on remet des frontières nationales, on contrôle les gens qui sont sur notre territoire, on met dans des centres de rétention les gens qui n'ont rien à y faire. Bref, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais vous avez ciblé exactement le problème. Et c'est, en fait, quand on nous montre un problème du doigt, il faut aussi penser qui et comment, par qui le problème est arrivé et comment il est arrivé. Et pour revenir à l'ouverture que vous avez faite sur le fait qu'en fait, c'est une volonté de l'hyperclasse et c'est un des outils de la société du monde d'après et du nouvel ordre mondial. En effet, il y a une volonté depuis maintenant 10 ans qui est marquée, c'est de réorganiser les territoires, et notamment la France. Rappelons, la France, c'est la France des 36 000 communes, c'est-à-dire c'est un territoire immense qui est maillé, où il y a un maillage de petites communes rurales. Et en fait, il y a une volonté de réallouer les ressources, eau, électricité, aussi les réseaux d'assainissement, évidemment, au début, dans une logique budgétaire. Vous savez que la France est un pays endetté. Nous sommes le pays aux 3 000 milliards, avec un président Mozart de la finance qui nous a endettés de 1 000 milliards. Mais il y a cette volonté-là de réallouer les ressources pour les concentrer vers les smart cities. Pour que les gens comprennent, les smart cities, les villes intelligentes, en France, elles ont déjà une existence. Ce sont les capitales de région, pour faire simple. Et le top 5 des smart cities, ça fera rire certains d'entre vous. Ce sont les villes qui connaissent le plus d'insécurité, une montée
de l'insécurité en Bien France. sûr, voilà. La première ville leader des Smart Cities, c'est Lyon. La deuxième, c'est Dijon, alors qui est un peu moins connue, mais pour ceux qui connaissent l'état de la capitale de Bourgogne, la capitale des Ducs de Bourgogne, Dijon était une petite ville paisible à la fin des années 2010. Et maintenant, on voit qu'il y a des gros problèmes d'insécurité, des coups de couteau presque toutes les semaines, avec un trafic de drogue notamment, ou pour ceux qui se souviennent des images médiatiques entre la bataille de Tchétchènes et de groupes d'Afrique du Nord dans certains quartiers. Ça, c'est la deuxième ville. Il y a Grenoble, évidemment, et il y a Nantes. Eh ben et tiens, la cinquième est Paris. Donc vous avez Jonas Roland, cette magnifique ville de Nantes. Vous avez un quintet qui est assez drôle puisque ces 5 villes qui sont leaders dans les villes intelligentes sont des villes qui vont dans le futur, dans un futur très proche, glisser vers une ville sécuritaire, c'est-à-dire la Safe City. Même si ce sont des villes intelligentes, les coups de couteau hebdomadaires pourraient faire glisser cette ville intelligente vers la ville sécuritaire. Et évidemment, c'est une volonté du nouvel ordre mondial, puisque à terme, je l'ai expliqué dans mon dernier livre, il y a une volonté d'effacer les nations. Oui. On est encore dans l'actualité, puisqu'il y a les élections européennes qui arrivent, et l'Union européenne souhaite franchir un cap et, entre guillemets, s'affranchir de la vieille entité nationale et donc de réorganiser les populations autour de grandes villes hyper technologiques et de villes qui comptent plusieurs centaines de milliers d'habitants, voire des millions d'habitants. Et ça, ce n'est pas du tout un fantasme. Pour que les gens comprennent, l'aménagement du territoire se fait depuis plusieurs années autour de documents, de nouvelles normes, notamment les schémas régionaux d'aménagement du territoire qui sont pilotés par l'Union européenne, et ensuite les schémas de cohérence territoriaux qui redescendent ensuite au niveau communal et intercommunal par les plans locaux d'urbanisme ou les plans locaux d'urbanisme intercommunal. Et ça, c'est fondamental de comprendre que l'aménagement du territoire se fait actuellement, vise à construire et à alimenter ces smart cities. Et quand on parle par exemple de pénurie d'eau, et je m'arrêterai là. On part en fait des métropoles d'équilibre et des lois sur les métropoles d'équilibre pour en arriver justement, au travers l'aménagement du territoire, à quelque chose qui est de visée totalitaire. C'est ça, tout à fait. Et en plus, la smart city reprend l'ensemble des narratifs de la grande réinitialisation. C'est-à-dire, le motif principal de la Smart City, c'est la lutte pour le climat ou contre le climat, je ne sais jamais comment on dit, pour l'écologie. En fait, c'est l'agenda vert. Voilà. Le narratif des villes intelligentes. On nous dit soyez plus intelligentes pour moins consommer, voilà, pour faire des réductions de coûts en termes d'énergie et de ressources. Et ensuite, vous avez le narratif de la digitalisation, c'est-à-dire de la 4e révolution industrielle qui se greffe et qui vous dit, pour moins consommer, soyez hyper connectés, soyez contrôlés. Et en fait, ça vise politiquement à terme, vous l'avez très bien dit, à contrôler les masses sans utiliser les outils politiques qui respectaient bien plus les libertés fondamentales, c'est-à-dire en fait les outils politiques nationaux des États-nations. Mais comme les États-nations doivent être détruits et démolis, on va utiliser la panacée technologique qui, à terme, va nous imposer un système totalitaire. Alors, vous expliquez aussi dans ce très long article, là vraiment, et j'espère qu'on met l'eau à la bouche des auditeurs sur cet article, parce qu'il est fabuleux, il est long, hein, ça se lit, il faut un peu de temps pour le lire, mais alors ça vaut vraiment le détour. Vous insistez aussi dans cet article sur le lien entre les villes intelligentes et le pass social tel qu'on a pu le concevoir en Chine. Tout à fait. Le premier outil, alors en fait, on l'a dit avec les Jeux Olympiques, le QR code qui est, on va dire, l'ébauche du Green Pass, du pass vert, qui est devenu le pass vaccinal ou le pass sanitaire, c'est ce qui doit amener à terme, c'est le socle. On en avait déjà parlé ensemble, Nicolas, il y a 2 mois, quand vous m'aviez reçu dans vos locaux. Oui. C'est les prémices de l'identité numérique. Ah, voilà. Comme nous n'avons plus de frontières et qu'il faut contrôler le sédentaire productif, c'est-à-dire la personne qui est l'autochtone et le sédentaire productif, il est important que l'hyperclasse mette en place cet outil. Alors la reine des Pays-Bas, au mois de janvier, la reine Maxima des Pays-Bas l'a dit, l'identité numérique est fondamentale pour mettre en place toutes les politiques, que ce soit sanitaire et d'éducation. Donc, à terme, ce sont des expérimentations qui visent à nous imposer des infrastructures technologiques et numériques
avec une fusion du biologique et du numérique. Et en fait, là, les expérimentations de la crise sanitaire et maintenant des Jeux Olympiques de Paris, c'est aussi pour nous faire accepter ces nouveaux outils, avec évidemment derrière une menace soit d'insécurité qui est réelle. C'est ce que vous disiez avec la publicité. Est-ce que ça ne vise pas à faire de la publicité? Mais elle est réelle, cette insécurité. Oui. Quand on va dans toutes les grandes métropoles, on la constate. Mais derrière, il y a aussi les narratifs d'attentats. Et c'est là où, je le dis, puisqu'on est quand même beaucoup dans une logique de narratif quand on parle de grande réinitialisation et de grands récits de Davos. Là, on l'a vu avec ce qui s'est passé à Moscou au mois de mars. Il y a évidemment ce qui se passe à l'occasion des Jeux Olympiques de Paris. Le motif légitime, c'est le terrorisme international. Oui, bah ouais, bien sûr. Tout est bon pour nous faire avaliser justement leurs solutions, qui sont des solutions de panoptique et totalement totalitaires. Mais vous expliquez aussi, parce que les gens pourraient être tentés par ce genre de solutions, que c'est quand même une vaste escroquerie aussi par ailleurs, ce Great Reset. Ce Great Reset, c'est ce que me dit un auditeur qui dit non seulement vous faites des anglicismes, mais en plus vous prononcez mal, bon sang. Great Reset, excusez-moi cher auditeur. Mais oui, c'est une escroquerie. Alors je vais en introduction de mon article, j'évoque Christian Estrosi, qui est le pape le politique français qui milite le plus pour la reconnaissance faciale. Et vous savez aussi la détention des fichiers S, la détention administrative des fichiers S. Il aurait mieux fait de faire gaffe le jour de l'attentat à Nice quand même, là où sa police municipale, semble-t-il, en plus n'a pas été au-dessus de soupçon. Et là où vous aviez la ville en 2016, la ville de Nice est la ville la mieux équipée en termes de surveillance, de caméras et de surveillance digitale. Ça n'a pas empêché l'un des pires attentats terroristes, il faut le rappeler, d'un salafiste homosexuel et alcoolique qui n'était surveillé par personne et par aucun service. Et ça s'est passé dans la ville de Christian Estrosi. Donc tous les outils qu'on nous met en place et qui sont mis en place depuis 2018-2019 en France. On voit une réalité. Promenez-vous dans toutes les capitales de la région, levez la tête, vous allez voir toutes les caméras qui vous surveillent. Et si vous avez le malheur de déposer un carton, vous savez, en bas de chez vous, le producteur sédentaire autochtone, vous recevrez l'amende parce que vous avez pollué et que vous n'avez pas mis la poubelle dans le bon bac. Ça marche. Ça marche. Et par contre, pour sécuriser les villes des migrants clandestins afghans ou somaliens qui se promènent avec des couteaux ou qui font des agressions, là, c'est un peu plus compliqué. Parce qu'en fait, tout simplement, voilà, il n'y a pas une volonté politique. Et ce que je voulais dire, c'est que c'est une escroquerie. Et justement, il ne faut pas tomber dans ce narratif. Et là, les Jeux Olympiques de Paris, on va le voir, il y a une mise en place. Parce que, évidemment, le motif terroriste, où il y a une recrudescence depuis quelques mois, c'est pour nous faire accepter cette logique des QR codes. Mais les Jeux Olympiques de Paris et cette infrastructure technologique a été pensée au moins depuis l'année 2019, avant même la crise sanitaire. C'est-à-dire il était prévu à l'occasion des Jeux Olympiques 2024 de mettre en place cette infrastructure de surveillance et de contrôle des masses. Et je vais donner un exemple comme quoi c'est une escroquerie. Par exemple, je prends votre exemple, je prends un exemple comme ça. Si vous voulez aller dans les locaux de Radio Courtoisie, qui vous le savez, est proche du Parc des Princes, oui, qui est un site olympique, vous devrez vous enregistrer sur la plateforme à partir du 10 mai pour obtenir ce fameux QR code. Donc ça, c'est à l'adresse des patrons d'émissions de Radio Courtoisie et l'ensemble des techniciens et autres bénévoles. Ou des invités, d'ailleurs. Et des invités, mais oui. Et si vous le faites, admettons que le service de police regarde, on va prendre le cas de M. Stoker, regarde le fichier. Donc, on va regarder le casier judiciaire. Le casier judiciaire, c'est légitime de le regarder. Admettons qu'il y ait une volonté de sécuriser la zone. On ne veut pas faire rentrer de délinquants ou des gens qui ont des liens avec des liens d'association de malfaiteurs avec une organisation terroriste. Il y a une condamnation. C'est légitime de dire à quelqu'un, vous ne rentrez pas dans cette zone. Mais par contre, ils vont fouiller dans 11 autres fichiers administratifs, dont celui des fichiers S, et dont je rappelle, il faut rappeler aux gens que les fichiers S, la fiche S ne concerne pas que la fiche S16 islamiste. Vous pouvez être fichier S parce que vous êtes un opposant politique pro-russe, parce que vous êtes quelqu'un qui a des orientations politiques que l'État a classées sûreté de l'État. Donc, il y a des gens qui vont se voir refuser l'accès même à leur domicile.
C'est-à-dire là, le ministère de l'Intérieur. J'ai déjà, moi, les pires annoncé... difficultés à traverser les frontières, surtout depuis qu'il y a une espèce de truc numérique, vous savez, avec le. C'est étonnant. En fait, voilà, il y a des gens qui habitent certains quartiers de Paris qui vont rencontrer des difficultés tout simplement à se rendre chez eux. Donc là, on va passer dans une autre. Alors évidemment, une autre dimension. Évidemment, la Macronie, le membre du gouvernement vous diront, mais Monsieur Stocker, c'est pour 3 semaines. Voilà, vous avez qu'à partir en vacances ou. Mais je peux pas. Oui, mais c'est restez chez vous. On rentre, voilà, restez chez vous. On rentre dans une démarche qui est totalement déjà folle, puisqu'en réalité, on verra, même d'un moyen humain, on s'attend à 1 million de personnes à être contrôlées. Les services de police ne pourront pas contrôler tout le monde. Il faut une pièce d'identité, le QR code et éventuellement votre billet pour assister à la manifestation sportive, c'est-à-dire le match Intel ou la soirée d'athlétisme à tel endroit. Donc on voit bien qu'il y aura des moyens humains qui seront colossaux et il y aura forcément des trous dans la raquette, puisque le traitement de la donnée, le traitement de la data, n'implique pas le traitement concret, c'est-à-dire la fouille corporelle ou même l'habilitation de l'agent à contrôler les papiers d'identité. Donc, on est dans une vague grise qui est énorme et il n'est pas impossible que, encore une fois, l'image de la France soit catastrophique puisqu'on va peut-être devant un fiasco, même en ayant mis en place une infrastructure digitale en fait, qui va ne concerner que l'autochtone, qui va être docilement enclin à aller s'enregistrer sur une plateforme. Mais on l'a vu à l'occasion de la finale Ligue des Champions, il est très possible qu'il y ait d'autres problèmes pour des gens qui passent totalement sous les radars. Qui implique des gens qui sont passés totalement sous les radars. En tout cas, votre intervention rencontre un franc succès, Marc-Gabriel Draghi. Des auditeurs qui vont dans votre sens. L'insécurité actuelle est entretenue, manipulée. Une autre, l'insécurité sera-t-elle installée pour avoir l'assentiment de la population pour l'avènement d'une société de surveillance? Vous avez tout Très dit. bien. Énormément d'autres questions sur lesquelles on ne pourra pas revenir car c'est la fin de cette émission. Malheureusement, j'aurais aimé aussi vous interroger sur cette haute grande finance qui aime la Smart City, BlackRock, tout ça. Ils aiment ça, ils s'en frottent les mimines d'avance, des milliers de milliards d'euros et de dollars que ça va générer en bénéfices. Juste pour finir, BlackRock, il suffit d'aller sur leur site et il y a un ETF Smart City. Et voilà, formidable. Merci beaucoup à tous, que ce soit les personnes qui sont intervenues dans cette émission, Lara Stam, Raphaël Beslu et donc Marc-Gabriel Draghi. On remercie encore Patrice et bien évidemment Virginie à la technique. On se retrouve la semaine prochaine, chers auditeurs de Radio Courtoisie, dans ce livre journal de géopolitique profonde et place maintenant à la controverse avec Mike Borowski. Merci, chers auditeurs.